Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous pour ce webinaire ce matin. Merci aussi à toutes les trois pour l'organisation de ce webinaire. Pour dire un petit mot sur le pôle finance innovation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous sommes un pôle de compétitivité comme il en existe une cinquantaine d'autres en France. Nous sommes le pôle de compétitivité de la finance digitale. On a vraiment un cluster de fintech. On regroupe entre autres startups, corporate ou autres institutionnels et académiques et aussi acteurs conseils de l'écosystème financier. Et nos missions tournent autour de la labellisation, ou encore de l'accompagnement de nos membres dans leur recherche de financement et aussi et surtout dans l'animation de notre écosystème au quotidien avec une partie aussi événementielle très importante. C'est dans ce cadre que nous sommes ici aujourd'hui. On organise beaucoup de webinaires sur des thématiques diverses et variées avec l'appui de nos membres partenaires. Donc, je remercie aussi nos membres qui nous sollicitent et qui nous permettent de proposer du contenu auprès de tout notre écosystème. Aujourd'hui, le webinaire tournera autour de l'audit RGPD, de la maîtrise des risques cyber et surtout, c'est l'important, l'optimisation de vos processus. Un webinaire qui se divisera en trois parties pour le programme. Tout d'abord, un rappel du contexte de l'audit de RGPD, qu'est-ce que c'est en 5 points clés. On verra ensuite un use case avec les best practices qui vous seront partagées. Et enfin, comment intégrer la gouvernance de la sécurité et de l'IT et la protection des données dans une stratégie plus globale. Mesdames, je vous laisse prendre le relais. C'est vous qui êtes les expertes sur ces sujets. En vous souhaitant un bon événement à vous et à tous ceux qui nous regardent. Vous avez le chat sur le côté pour ceux qui souhaiteraient poser des questions ou approfondir certains points qui seront mentionnés. Mesdames, à vous de décider si vous y répondez au fur et à mesure ou à la fin du webinaire, comme vous le préférez. Encore merci à tous et bon événement. Merci beaucoup Hugo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Élise Gibaud et je suis chargée du marketing digital au sein du cabinet Comet Consulting et de sa startup Dataliance. Pour ceux qui nous découvrent, Comet Consulting, Comet Group a deux sociétés. Nous avons le cabinet de conseil Comet Consulting qui existe depuis 10 ans maintenant, spécialisé dans le secteur des assurances, de la protection sociale. Nous intervenons sur la conformité réglementaire, le data management et le pilotage de projets. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sous la casquette de la plateforme d'innovation Dataliance et je vais laisser les intervenantes se présenter. Marjorie ? Avec plaisir, merci Élise. Bonjour à tous, donc je suis Marjorie Manjou-Migliori, je suis comme Élise du cabinet Comet Consulting et donc sur la startup Dataliance également. Ma spécialité c'est le RGPD et j'ai eu la chance avec Maude, on vous l'expliquera un petit peu plus tard, d'intervenir sur la création d'une démarche d'audit RGPD. Je te laisse la parole Maude. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Maude Chocnet, expert RGPD, DPO certifié, auditeur certifié sur l'ISO 27001, donc le management de la sécurité de l'information. Et je suis dirigeante de la société e-Ethics, spécialisée en formation, conseil et audit RGPD. J'étais auparavant DPO interne et contrôleur interne d'un bailleur social du groupe Action Logement et c'est à ce titre que j'ai commencé à m'intéresser à l'audit RGPD dont on va parler aujourd'hui. Merci Maude. Comme l'a expliqué Hugo au programme de cette matinée, nous allons interagir autour du contexte de l'audit RGPD et d'imbriquer aussi les risques attachés aux risques cyber. Ensuite, Maude vous présentera des bonnes pratiques à travers des cas concrets. Et nous terminerons aussi sur le concept d'intégrer la gouvernance de la sécurité de l'IT et protection des données. Donc, je vais laisser la parole à Marjorie sur l'audit RGPD en 4 points. Merci Élise. Donc, pour commencer cette démarche d'audit RGPD, rappelons déjà la base, à savoir qu'est-ce qu'un audit de conformité réglementaire.
Donc, l'audit de conformité réglementaire est une démarche qui permet à toute organisation de déterminer un niveau de conformité de ses activités, mais également de ses installations par rapport à un périmètre qui a été préalablement déterminé. En l'occurrence, l'audit RGPD aura comme périmètre le traitement et la protection des données à caractère personnel. Alors, pourquoi faire un audit RGPD ? On va retirer des bénéfices d'un audit. Pourquoi ? Parce que en auditant, on arrivera à mieux piloter ses activités, donc selon l'axe réglementaire qui a été choisi évidemment, mais c'est également l'occasion de faire évoluer des pratiques pour les rendre plus compliance. Donc, d'une part, d'optimiser ses process en interne, et enfin, c'est l'argument type qui permet de donner en fait des clés aux dirigeants pour qu'ils puissent se positionner face à certains risques. Donc, c'est également un outil de communication. Pourquoi en parler aujourd'hui ? Nous avons souhaité traiter ce sujet pour diverses raisons. Il y a plusieurs sources qui permettent en fait de rendre ce sujet important aujourd'hui. Le premier, c'est le contexte. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on remarque, notamment depuis la crise sanitaire, une augmentation des cyberattaques qui est liée donc au déploiement de nouveaux modes de fonctionnement, que ce soit le télétravail, la vente à distance. On a également une évolution technologique avec qui se multiplie puisque ça va de plus en plus vite, notamment la 5G, l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on sait que les cyberattaques sont un réel sujet quotidien pour les organisations. De l'autre côté, on va avoir, donc, en matière de protection des données, un RGPD qui est entré en vigueur en 2018 et qui, du coup, aujourd'hui, devient un besoin pour les auditeurs, puisque jusqu'à la démarche que nous avons co-construite avec l'IFACI, il n'existait pas de démarche officielle d'audit de la réglementation en matière de protection des données. On peut également dire que c'est le bon moment, puisqu'on parle de réglementation stabilisée, dans le cadre où la CNIL avait accordé un délai de latence en fait pour certains sujets, notamment les PIA ou la Privacy by Design, qui était de 3 ans et qui est donc aujourd'hui révolue. Enfin, c'est également le bon moment. Pourquoi ? Parce que on arrive à bout normalement des PMEC, donc des plans de mise en conformité. C'est donc l'occasion de vérifier ce qui a été fait en amont et notamment de comparer par rapport aux sanctions qui sont aujourd'hui en train de tomber du côté de la CNIL pour vérifier si on est dans le bon ou le mauvais chemin, s'il y a des axes à prioriser ou pas. Merci Marjorie pour ces informations. Je vais passer la main et la parole à Maude pour nous exposer un peu les différentes parties prenantes de cet audit. Merci Élise. Donc en effet, qui contribue à cette maîtrise du risque ? Alors on a dans les milieux de l'audit une identification, ce qu'on appelle 3 lignes de contrôle, avec en première ligne de contrôle les métiers et les fonctions de support qui vont mettre en place les actions de maîtrise et effectuer les contrôles au quotidien. En deuxième ligne, on a le contrôle interne, le DPO, le RSSI, éventuellement aussi la gestion du risque, qui, eux, vont être chargés de structurer le dispositif et de faire des contrôles périodiques. Et puis, en troisième ligne, l'auditeur, qui est, alors interne ou externe, mais qui est un contrôle indépendant du niveau de maîtrise, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à savoir si les contrôles qui sont en place sont effectifs et suffisants. Merci Maude.
Alors, nous allons passer justement à la partie principale de l'audit RGPD. Vous avez, comme Marjorie l'a mentionné, participé justement à un projet qui a duré 1 an en collaboration avec l'IFACI. Je vais laisser Marjorie introduire rapidement le contexte de la démarche de l'IFACI et ensuite j'ai quelques questions à vous poser, mesdames, à ce sujet. Merci Élise. En effet, l'IFACI a été force de proposition pour justement développer une démarche d'audit RGPD en vue de la proposer à la Commission européenne. Et dans le cadre de cette démarche, elle a fait appel à ses adhérents sur la base du volontariat pour justement établir un groupe de travail. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, notamment avec Maude et les autres intervenants, pour co-créer cette fabuleuse démarche. Merci beaucoup. Du coup, Maude, je voulais savoir quel était concrètement l'objectif de cette démarche, de ce projet qui a duré un peu plus d'1 an. Alors oui, donc Marjorie l'a dit, c'est un groupe de travail qui a été constitué dans le cadre au sein de l'IFACI. En fait, dès 2018, donc au moment où le RGPD est entré en application, une communauté s'est créée au sein de cette association des auditeurs et du contrôle interne pour s'intéresser à cette problématique du RGPD. Et puis assez rapidement, des sanctions sont tombées. Donc les organes de direction dans les entreprises sont un peu mobilisés et ont sollicité leurs collaborateurs en charge de la maîtrise du risque pour s'assurer qu'ils n'étaient pas en vulnérabilité par rapport à cette thématique. D'où un besoin de maîtriser, d'appréhender le sujet et c'est cette initiative qui a été lancée de réaliser une trame d'audit qui pourrait servir à la fois aux auditeurs mais aussi donc aux contrôleurs internes, aux gestionnaires des risques pour comprendre d'abord les exigences du RGPD et de pouvoir identifier éventuellement les failles et vérifier l'efficacité du dispositif. Merci beaucoup, Maude. Alors, j'imagine que vous n'étiez pas seule à participer à ce groupe de travail. Ça pourrait être intéressant de savoir justement comment était composée cette équipe. Oui, en effet. Alors, c'est d'autant plus intéressant quand on avait des profils très différents, donc aussi bien auditeurs, juristes, gestionnaires de risque, DPO, contrôleurs internes. Alors des profils différents, mais aussi des secteurs d'activité différents. Certains d'entre nous étaient issus du conseil, d'autres de l'industrie, d'entreprises publiques, d'entreprises sociales. Donc on a pu chacun apporter notre vision. Alors d'abord nos attentes, hein, parce qu'on n'avait pas forcément exactement les mêmes attentes. Ce qui a enrichi la démarche et le référentiel et nos points de vue. Donc, un travail convivial d'une part, mais aussi riche à l'arrivée. Merci beaucoup, Maude. Marjorie, du coup, j'ai une dernière question pour toi. Quand on décide en fait de construire une démarche, par quoi on commence? Oui, alors quand on décide de construire une démarche, en effet, on peut avoir différentes sources de démarrage, dans la mesure où, comme Maude le disait, on va avoir des besoins et des attentes différents en fonction des différents profils qu'on avait autour de la table, donc des façons de voir également qui étaient différentes. Des outils aussi qui avaient pu être construits personnellement sur des projets d'audit qui également étaient différents. Donc, pour rassembler tout le monde, ce qu'on a souhaité faire, c'est déterminer un cadre de travail. Donc, comment on allait travailler, par quoi on allait commencer, et ce qui a été le résultat et l'aboutissement en fait de cette réflexion,
c'est de construire une démarche par rapport à un axe précis qui était donc la détermination des risques. Et ça nous a permis derrière de déclencher de créer en tout cas toute la démarche par rapport à des risques que nous avions identifiés. Je ne sais pas, Maud, si tu voulais rajouter quelque chose. Écoute, tu as dit tout ce qu'il y avait à dire, dans le sens où c'est vrai qu'on est arrivé presque tous avec des outils maison plus ou moins aboutis, mais plutôt moins que plus, hein. Et je pense que chacun a amené son expertise. Donc, cette approche par les risques était particulièrement intéressante parce que structurée aussi dans le cadre de spécialistes, l'IFACI étant vraiment le foyer des métiers de la maîtrise du risque. Donc, une réelle expertise à ce niveau-là. Et je pense qu'à l'arrivée, on a eu un résultat qui était très complet, avec l'aspect, à ne pas oublier aussi, justement, de la jurisprudence sur laquelle tu as pas mal contribué, et qui, à mon sens, en tout cas en tant que DPO interne à l'époque, était très, très important pour tout simplement appuyer le plan d'action. Hein. C'est-à-dire quand on propose une action à sa direction, c'est la question derrière, c'est combien ça me coûte si je le fais pas. Donc, l'aspect jurisprudence était aussi très intéressant. Merci beaucoup, Maud. Maintenant, Marjorie, vous allez tu vas, nous exposer les 5 étapes de la méthode de l'IFACI, en tout cas. N'hésitez pas à écrire vos questions tout le long du webinaire et nous prendrons le temps, à la fin du webinaire de répondre à vos différentes questions. Merci, Lise. Alors, comme vous l'avez compris, différents profils, différents besoins, une démarche unique explique que nous avons essayé en fait de comprendre en fait dans un premier temps le contexte. Pourquoi le contexte ? Parce que chaque entreprise va disposer de son appétence au risque en fonction de qui elle est, de son contexte. Dans cette compréhension du contexte, 3 éléments clés pour notre part. La première, c'est de connaître la culture du risque de l'entreprise, c'est-à-dire quel niveau de risque vont être intégrés dans chaque process de définition des objectifs, dans chaque processus de décision également de l'entreprise. Donc ça permet de créer, ça permet en tout cas de mesurer la culture du risque de l'organisation. Dans un second temps, on va avoir également la gouvernance des risques. Pourquoi ? Parce que dans la détermination de cette appétence au risque, en fin de compte, qui doit être diffusée dans toute l'organisation, est-ce que tous les collaborateurs en lien vont être compétents, vont disposer de la connaissance nécessaire pour pouvoir justement piloter ces activités en lien. Et enfin, le processus de management des risques qui, lui, va déterminer donc quels ont été les éléments à prendre en considération dans le cadre du périmètre de l'audit. En matière de protection des données, on va avoir évidemment la compréhension des traitements. On va également avoir l'examen de la mise en œuvre du RGPD au sein de l'organisation. On va considérer l'environnement de contrôle dans un troisième temps et enfin évaluer le niveau d'aptitude des pratiques RGPD. Tout ça nous donne un cadre, j'ai envie de dire, qui sera à chaque fois l'élément central pour tout le déroulé de la démarche qui va suivre. Donc, si on passe ensuite à l'étape numéro 2, on va justement, dans ce contexte, essayer d'identifier les risques. Donc, pour le déroulé de la démarche, nous avons choisi de vous offrir l'exemple d'une entreprise dans la finance, sur un cas particulier qui est celui de la violation des données, pour faire le lien notamment avec justement la maîtrise des risques cyber derrière. Dans cette identification des risques, et c'est l'approche que nous avons choisie justement pour la démarche et que nous avons expliqué tout à l'heure,
il était compliqué d'arriver à identifier, en tout cas à se mettre d'accord sur cette identification des risques dans la mesure où on a essayé d'être très générique et de parler à tout type d'entreprise, puisque c'était, comme on vous l'a dit, la première démarche. Donc, nous avons abouti, à l'issue de notre réflexion, à 3 risques en particulier. Le risque financier, le risque de réputation, puisque on le sait en matière de protection des données, la réputation est véritablement en jeu pour les entreprises, et d'autant plus si cette entreprise dispose de données sensibles, notamment on pense aux données de santé. Et enfin, un risque opérationnel. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une violation notamment, si vous êtes l'objet d'un ransomware, vous ne pourrez plus opérer normalement dans des conditions habituelles. Ce sont les 3 risques que nous avons identifiés. Et une fois qu'on les a identifiés, il va falloir analyser en fin de compte tous les risques qui sont rattachés. Donc l'aboutissement, c'est vous risquez une sanction, vous risquez de ne pas pouvoir travailler normalement, vous risquez même de voir votre réputation entachée. Et sur les risques liés à la violation de données, on va du coup analyser maintenant l'importance qui y est accordée. Donc, je me positionne en tant que collaborateur interne d'une organisation dans lequel on a vu une violation de données apparaître. Concrètement, quel impact et quelle probabilité va avoir le risque de violation de données? En termes d'impact, vous avez toujours une échelle d'appréciation des risques. Cette échelle peut, donc nous avons choisi de la faire sur 5 niveaux: négligeable, faible, modéré, fort et critique. Pour autant, chaque organisation peut disposer de sa propre échelle, auquel cas, donc c'est ce qu'elle utilisera. Idem pour la matière probabilité. Vous aurez nous avons proposé une échelle, mais chaque entreprise peut disposer de la sienne et donc l'adapter. Sur cet impact et cette probabilité, une fois qu'on est venu identifier, selon nous, quel est l'impact et la probabilité, on va pouvoir passer justement à la détermination du niveau de risque. Donc, dans l'exemple retenu sur la violation de données, on estime que l'impact est fort, puisque ça peut être très conséquent, mais encore une fois, selon les organisations, ça peut être également modéré, ça peut être critique, et ainsi de suite. Pour la probabilité, nous avons opté pour la probabilité de type modéré. Donc, si on passe à l'étape 4, nous allons pouvoir visualiser ce risque dans notre matrice au milieu de tous les autres risques qui sont concernés en matière de protection des données. Donc, vous le voyez par le point noir qui est sur la matrice. Donc, nous avions un impact fort et une probabilité modérée. Nous savons où notre risque est situé et nous allons pouvoir mieux le gérer, mieux le prioriser par rapport aux autres risques que nous avons identifiés sur cette même map. L'important est que cette analyse des risques nous fournisse les éléments suffisants pour savoir derrière comment nous allons les traiter. Pourquoi? Parce que une fois que les risques sont identifiés et analysés, il y a un travail sur la maîtrise de ce risque. Est-il complètement maîtrisé? Est-il absolument pas maîtrisé? Ou est-ce même un risque qui a été accepté par la direction? Et auquel cas, il ne bougera pas. 4 dispositifs, soit on tolère le risque une fois qu'on a identifié quel niveau de maîtrise lui était accordé, soit on le termine, soit on le traite, soit on... que je vous dis pas de bêtises... On le pilote, on le surveille, on le tolère, on l'optimise. On le termine. Voilà. Transfert. J'avais oublié le transfert, excusez-moi. On le transfère en effet à un tiers qui va pouvoir justement donc le prendre en charge,
ce qui ne diminue pas d'ailleurs l'exposition au risque pour l'entreprise, mais qui permet en tout cas d'y remédier. Et donc, dans notre exemple de la violation de données, une fois qu'on va réaliser donc, cet audit, comment concrètement on va faire? C'est-à-dire qu'on sait qu'on a tout un pan à auditer, par où commencer, comment réaliser cet audit. Donc, nous avons choisi de nous focaliser sur deux spécificités, on va dire, de la violation. La première, c'est l'évaluation des procédures qui vont encadrer la violation de données. Et la seconde, c'est justement le déploiement de la cellule de crise qui va être déployée en cas de violation. En matière de procédure, ce n'est pas une liste exhaustive, encore une fois, mais en matière de procédure, on va penser notamment à la procédure de gestion de crise cybersécurité, on va penser à la procédure de gestion des violations. Donc, ce sont des documents sur lesquels on va s'appuyer pour aller vérifier ce qui a été mis en place. Mais comment on va procéder justement pour s'assurer de la bonne conformité de ces procédures? Alors déjà, il va falloir demander une copie avec les dernières versions de la procédure qui ont été mises à jour. On va demander la preuve que ces procédures ont bien été validées en interne et qu'elles ont été autorisées à être diffusées. On va vérifier que la procédure a été mise à disposition des collaborateurs et surtout qu'elle est facilement accessible. Et enfin, on va déterminer un échantillon représentatif du personnel. Alors, bon, ce ne sont que des suggestions pour les interroger sur leur connaissance de la documentation. Donc ça, c'était l'aspect procédure. Si on vient à l'aspect gestion de la cellule de crise, on aura donc l'outil de gestion des violations des données, puisque la plupart des entreprises, en tout cas, sont équipées et en tout cas, elles doivent l'être en cas de contrôle pour prouver justement ce qui a été fait. On va avoir le déploiement de la cellule de crise, tout simplement, et également des supports de sensibilisation, de formation, de certification des personnes. Alors, pour évaluer ces points de contrôle, il va être recommandé de demander une extraction de l'outil de consignation, donc pour vérifier si c'est complété, si ça a été bien complété également. Demander un échantillon d'un reporting d'une réunion qui a eu lieu en interne lors d'une crise pour vérifier la cohérence des propos, comment ça a été traité. Et enfin, pourquoi pas demander les supports de formation, procéder à une évaluation tout simplement des collaborateurs qui gèrent la cellule de crise. J'espère que cet exemple aura été parlant pour vous. Merci beaucoup, Marjorie. Je réitère pour les nouvelles personnes qui sont arrivées, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions tout le long du webinaire et Maud et Marjorie se feront un plaisir d'y répondre à la fin de nos ateliers. Maintenant, quoi de mieux que des cas concrets? Je vais passer la main à Maud qui va nous exposer justement les bonnes pratiques et les choses à éviter. Merci Élise. Alors effectivement, dans le cadre de mon activité, je suis amenée à faire des audits RGPD pour des entreprises. Donc, je voulais d'abord revenir un petit peu sur le contexte dans lequel je suis sollicitée. Majoritairement, donc, il s'agit de TPE, PME qui se mobilisent par rapport à l'audit RGPD, plus généralement à un besoin de mise en conformité RGPD. Donc, en grande partie pour répondre aux exigences des donneurs d'ordre dans le cadre d'appels d'offres. Ils sont soumis à des contrôles et un besoin de prouver, de démontrer leur conformité. Donc, c'est en premier lieu ce qui motive ces entreprises. Et également, alors là, c'est sur les organismes de formation surtout, un argument commercial. Parce que bien sûr, les organismes de formation manipulent davantage de données personnelles. Malgré tout, je précise que ce soit pour les services aux industries ou pour les organismes de formation, l'exigence réglementaire est présente quoi qu'il arrive. Bon, ça, ce sont les arguments qui les amènent à se poser les questions sur ce sujet. Alors, majoritairement, ces entreprises n'ont pas de DPO, pas de délégué à la protection des données en interne, donc pas d'interlocuteur non plus averti sur le sujet.
La plupart donc sont amenés à se poser la question du RGPD de par leur direction, c'est-à-dire c'est souvent le dirigeant qui est concerné par la question, mais il peut arriver que ce soit les services de qualité qui travaillent sur les procédures et qui ont cette culture de la conformité. Je précise aussi que 78% de ces entreprises ont un site web et n'ont pas forcément conscience de l'obligation réglementaire qui s'impose à elles sur leur site web. En majorité d'ailleurs parce qu'elles se reposent sur un prestataire informatique, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, pour gérer et mettre en place leur site web, et considèrent donc par là que leur conformité va de soi. Donc je vois pas mal de politiques de confidentialité, politique RGPD, politique de cookies qui sont des documents parfois génériques, sachant que le prestataire informatique va bien souvent mettre en place les mesures de sécurité suffisantes. Ça fait bien partie de son travail. Par contre, la conformité réglementaire, c'est en principe pas sa spécialité. Donc voilà, on arrive parfois avec des politiques qui sont très très exotiques par rapport à l'activité de l'entreprise, qui n'ont franchement parfois rien à voir. Et on annonce des choses, donc attention à ça, parce que il vaut mieux encore rien annoncer que d'annoncer des choses farfelues. Merci beaucoup, Maud. Alors, en exemple, pour vous donner du concret, j'ai pris l'exemple d'un audit que j'ai mené pour une PME, donc dans le secteur des services aux industries. Alors, vous vous demandez peut-être quel type de données ils sont amenés à traiter. En fait, de toute façon, il y a les données des salariés, ça c'est une évidence, mais ils sont aussi amenés à traiter des données des clients, des donneurs d'ordre et des clients finaux de ces donneurs d'ordre. D'où leur intérêt sur le sujet et la nécessité qui s'est imposée à eux, là encore, dans le cadre d'appels d'offres. Alors, pour vous exposer les choses à faire, en premier lieu, je vais reprendre un peu le déroulé de ce qui s'est passé avec ce client. Donc d'abord, un premier entretien pour définir le contexte et le périmètre de l'audit et plus généralement de la mise en conformité RGPD. Et puis, deuxième étape indispensable, la sensibilisation des managers et du coup du dirigeant aussi. Parce qu'on ne peut pas arriver dans une entreprise et poser des questions sur un sujet que les gens ne comprennent pas du tout ou comprennent peu. Donc ça, c'était très important. Et deuxième chose aussi importante qui doit être une bonne pratique, c'est cette sensibilisation permet d'identifier un interlocuteur privilégié qui va être le pilote de l'audit, du dispositif en fait, et l'interlocuteur pour l'audit. Donc, bon, tout le monde n'a pas forcément une réceptivité sur ces sujets-là. D'une part, c'est bien quand la personne est réceptive, et puis d'autre part, là, ce qui s'est passé, c'est que on a identifié la personne en charge des ressources humaines, ce qui paraissait logique puisque c'est là où il y avait la majorité des données personnelles traitées. Donc, suite à cette sensibilisation, on a mené des entretiens alors avec cet interlocuteur privilégié sur ces sujets pour établir d'abord le registre des traitements. Donc, le registre des traitements permettant de regrouper une sorte de fiche d'identité de chaque traitement de données. Et c'est un exercice indispensable, c'est le démarrage de tout dispositif. Donc, on débute par là, le registre de traitement. Les entretiens ont été menés aussi avec le prestataire informatique. Dans cette entreprise, comme dans pas mal de PME, TPE, je pense, les systèmes d'information sont entièrement sous-traités à un prestataire externe. Donc, le seul à pouvoir répondre sur les mesures de sécurité en place, c'était le prestataire externe.
Donc, une fois ces entretiens menés, alors j'ai aussi interviewé, c'est vrai que j'ai oublié le contexte de cette entreprise qui était un petit peu spécifique, qui avait en place de la vidéosurveillance sur le lieu de travail et de la géolocalisation des véhicules, donc des sujets à risque, et qui étaient pris en charge par un autre manager de l'entreprise. Donc on a passé en revue ces éléments. J'ai constitué le registre et en parallèle travaillé sur l'audit, donc l'évaluation sur les items sur la base d'une trame que j'ai adaptée, déclinée de celle qu'on avait travaillée à l'IFACI, pour la simplifier par rapport au contexte de l'entreprise. Donc voilà, le travail sur le diagnostic et sur l'évaluation des risques. J'ai maintenu une évaluation des risques de cette entreprise, comme je la maintiens en général. Alors, par contre, une évaluation très simplifiée. Donc, j'ai maintenu au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire sur les thématiques de la politique, le registre, etc., une évaluation des risques avec l'interlocuteur privilégié de l'entreprise, sous la forme présentée tout à l'heure par Marjorie. Donc, les trois impacts, la probabilité, on multiplie le plus fort des impacts par la probabilité et on a l'exposition. Donc ça, c'est une évaluation qu'on a fait on a revu ensemble avec l'interlocuteur de l'entreprise. C'était important que l'interlocuteur soit partie prenante de cette évaluation-là, à mon sens, parce que c'est la direction générale qu'on donne au dispositif, la grande orientation qu'on donne au dispositif. Donc, important de l'impliquer. En revanche, pour les autres thématiques, donc ce qui concernait les mesures de sécurité, la gestion des données RH, etc., c'était inconcevable de faire cet exercice pour chaque item. Donc là, c'est moi qui ai proposé une criticité en prenant en compte le contexte de l'entreprise, l'actualité, l'impact potentiel et cette évaluation qu'on pouvait, j'ai donné la possibilité à mon interlocuteur de la revoir s'il y avait des objections, mais on est parti sur cette base pour simplifier. L'importance de l'audit restitué, donc l'audit initial restitué, c'était donc d'avoir pour l'interlocuteur les recommandations assez claires et surtout pragmatiques, comme je l'indique là sur la diapo. Je fournis par exemple un référentiel des durées de conservation. Parce que si dans un audit on dit voilà, vous devez respecter les durées réglementaires, vous devez écrire une politique, oui, mais comment? Donc l'accompagnement est indispensable. Donc là, c'est vrai que l'interlocuteur a apprécié cet aspect très pragmatique dans les recommandations et dans l'accompagnement qui a suivi, et l'évaluation du risque qui permettait de clairement identifier avec un code couleur les priorités, vraiment les points qu'il fallait attaquer immédiatement. Donc ensuite, on a passé en revue ces éléments et l'interlocuteur avec le dirigeant a décidé de ce qu'il souhaitait mettre en place ou pas. Et à la suite de ces actions mises en place, un deuxième audit a été fait sur la base du premier pour étudier et évaluer le suivi des recommandations qui avaient été mises en place. Alors, au niveau en fait du rendu, donc j'ai eu un retour très positif des équipes d'abord qui ont apprécié de mieux comprendre la problématique et surtout la comprendre dans leur quotidien. Bien sûr, j'ai quand même délivré des outils simples et compréhensibles. Au niveau des choses que je dirais à éviter,
Donc, Élise, je pense qu'on va être sur le deuxième, merci. Voilà. Au niveau des choses à éviter, rester sur une trame figée, c'est comme je l'ai dit tout le long, le principe, c'est de s'adapter à l'interlocuteur, à son contexte. Donc, bien sûr que notre idée à l'IFACI était d'avoir une trame qui puisse s'adapter à tout secteur d'activité, tout type d'entreprise. Mais quand on s'adresse à une PME, une TPE, il y a des éléments qu'il faut qui n'est pas nécessaire d'aborder, c'est pas applicable. Donc voilà, bien ajuster le niveau de l'audit au contexte de l'entreprise. L'ajuster aussi, alors quand on travaille en interne avec un auditeur interne, l'ajuster au niveau de maîtrise de l'auditeur sur la thématique, parce que même en lui remettant une trame clé en main avec un guide et une explication, sans formation, c'est très hermétique quand même, et on risque de passer à côté de ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'identification des risques et des vulnérabilités. Donc, une vigilance importante à avoir sur ce point-là. Lorsqu'on mène un audit en externe, en prestataire externe, pardon, donc, et il faut être aussi en compréhension du contexte souvent très dense et compliqué des PME. Et quand la direction est elle-même réfractaire, éviter de la solliciter de trop. Donc, je pensais à ça surtout par rapport à l'analyse des risques. Et c'était dans ce sens-là que par rapport à l'entreprise que je vous ai mentionnée, j'ai aussi limité l'évaluation très détaillée du risque. J'ai proposé une évaluation clé en main. Alors, il faut aussi veiller à ne pas solliciter trop les équipes. Donc, au maximum, ce que j'ai fait pour cette entreprise, et ce que je fais de manière générale, c'est de proposer un répertoire sur mon cloud et d'étudier leurs documents en amont de mon côté au maximum pour renseigner, identifier les points qu'ils ont mis en place et ceux qui doivent être mis en place. Ensuite, difficultés et écueils à éviter avec le RGPD washing, comme je l'ai appelé, c'est-à-dire une volonté d'aller très vite sur le sujet, dans le sens où certains dirigeants pourraient être tentés de demander nous, on veut juste une conformité de façade, on ne veut pas que ça prenne du temps, on ne veut pas que ce soit compliqué, on ne veut pas que ça nous impacte, mais on veut bien être clean. Donc ça, à éviter absolument, c'est un petit peu, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos des documents génériques sur les sites web, d'annoncer quelque chose qui n'est pas fait, c'est prendre un risque complémentaire. Et le RGPD permet d'améliorer les process. Donc, à mon sens, il présente un intérêt sur ce plan-là parce que on est bien sûr sur la thématique des données personnelles, mais donc pas seulement. Et on va travailler sur la sécurisation de l'ensemble des données, sur l'optimisation aussi de la gestion des données, c'est-à-dire on va réduire le nombre de données. Par rapport à l'archivage, on va réduire le volume de documents papier qui sont dans l'entreprise. Enfin, on amène des choses positives et qu'il ne faut pas négliger. Et à propos de négliger, justement, il ne faut pas négliger les bonnes pratiques qui sont en place et qui ne sont pas formalisées. Et à l'inverse, il faut autant que possible essayer d'identifier les pratiques à risque. Alors, c'est pas évident, mais c'est comme dans tout audit, c'est l'idée de créer un climat de confiance pour arriver à identifier ces points d'alerte. Alors, je vous donne un exemple concret.
sur un audit que j'ai mené, au fil des entretiens, il y avait bien une gestion des privilèges, donc tous les collaborateurs n'avaient pas accès à toutes les données, une segmentation, une revue qui était mise en place pour ça, donc parfait. Par contre, une personne m'a dit oui, mais ce qui est encore plus pratique pour nous, de toute façon, c'est d'avoir un fichier avec tous les mots de passe sur le répertoire commun, les identifiants et mots de passe. Donc, à partir du moment où on a les identifiants, les mots de passe qui sont mis dans un fichier répertoire commun, la gestion des privilèges derrière n'a plus aucun sens. Et ça, c'est un élément que sans échange et sans climat de confiance, je n'aurais pas pu déceler, et pas plus d'ailleurs qu'un audit technique informatique, hein, on ne va pas regarder dans les fichiers eux-mêmes. Donc voilà, et sur ces points-là, ce sont des choses sur lesquelles il faut être très vigilant, en ayant bien en tête que 80% des failles de sécurité sur les données sont à l'origine des erreurs humaines. Donc, point de vigilance plus. J'espère que cet exemple pratique vous aura éclairé sur le sujet de l'audit RGPD. Merci beaucoup, Maude. Nous avons plusieurs questions, hein, donc vous pouvez continuer à poser vos questions, on les réceptionne et on prendra le temps d'y répondre juste à la fin du webinaire. Nous allons commencer la troisième et dernière partie de notre webinaire, donc intégrer gouvernance de la sécurité de l'IT et protection des données. Je vais donner la parole à Marjorie. Merci Elise. En effet, dans cette troisième partie, on a souhaité vous décrire le cas d'une gestion de crise cyber, hein, évidemment, et donc de voir comment déployer le plan de défense, tout simplement. Donc, en cas de gestion de crise cyber, il va falloir identifier les parties prenantes, c'est-à-dire que plusieurs équipes vont devoir être constituées pour, d'un point de vue social, identifier les ressources humaines de la structure et la manière de les solliciter le moment venu. Donc, on a tous en mémoire, j'imagine, le démarrage de la crise sanitaire, l'impossibilité de se rendre sur le lieu de travail et donc le déploiement du plan de continuité d'activité où les ressources humaines étaient donc capitales pour pouvoir déterminer qui fait quoi, où, comment et quand. Donc, cette équipe sociale va déterminer l'équipe logistique et également l'équipe technique. L'équipe logistique, elle, s'occupera donc de la communication, des réunions, des déplacements. Donc, elle participe clairement à la gestion de crise. Et enfin, l'équipe technique qui, elle, sera même subdivisée selon qu'on soit dans une équipe de pilotage, dans l'équipe qui va investiguer sur l'attaque, la menace, ou l'équipe qui va être en charge de la défense. Une fois qu'on a identifié, on va pouvoir gérer, une fois qu'on a identifié qu'on a les personnes et qu'elles sont en place, on va pouvoir donc gérer la crise. Donc la crise, elle vient forcément d'une alerte. L'alerte, elle est donnée par les équipes techniques qui identifient une menace inhabituelle, soit parce que les données qui vont être menacées sont particulièrement sensibles, soit parce que la technicité de la menace est très pointue, ou parce qu'il y a un effet de propagation qui est très important. Une fois que l'alerte est donc lancée, la première chose qui va être mise en place, c'est l'investigation. Donc, on lance les investigations de manière très confidentielle, c'est le mot d'ordre, la confidentialité, pour ne pas que l'assaillant se rende compte, en fin de compte, justement, que sa cible s'est rendu compte qu'elle était attaquée. Ça permet de gagner du temps. Pendant ce temps-là, justement, il va falloir documenter et rédiger des rapports. Pourquoi ? Parce que en cas d'action en réparation, il faudra avoir toutes les preuves. Donc, il faudra avoir formalisé chaque étape.
Après investigation, une fois qu'on a identifié la menace, on va mettre en place un plan de défense. Ce plan de défense, il va consister avant tout à identifier les actifs qui ne doivent surtout pas être menacés pour pouvoir mettre les actions en place. Donc, c'est de la priorisation, hein, tout simplement. Et à côté de ça, le plan de défense va justement tenter en tout cas de mettre en place toutes les actions permettant, mesures techniques et organisationnelles évidemment, permettant de remédier à cette situation et dans le temps le plus rapide possible. Donc, il y aura un calendrier forcément à court, à moyen et souvent également à long terme. Mais voilà, le plan de défense sera donc constitué. Une fois que le plan va être déployé, il est certain que dans un premier temps, on risque d'avoir une baisse d'activité, en tout cas peut-être une absence d'accès à certains documents. Enfin voilà, il risque d'y avoir un impact, mais cet impact sera nécessaire au regard de la menace. Lorsque le plan va être déployé, il va y avoir différents types de menaces, du coup, qui vont en découler. Soit la menace est éradiquée, et dans ces cas-là, tant mieux, la menace a disparu. Soit la menace réapparaît, mais sous une nouvelle forme. Et dans ces cas, on parle de menaces en cours. Donc, il y a encore du travail à réaliser. Et enfin, le dernier cas et le pire, c'est que la menace évolue. Et auquel cas, il faut revoir le plan de défense pour réadapter à la menace. Une fois que toutes les menaces passent en menaces éradiquées, la clôture de la crise cyber est possible et le plus mauvais reste derrière nous. Il y aura, comme je vous l'ai dit, donc des actions à moyen et à long terme qui continueront d'exister par la feuille de route qui aura été mise en place. Mais en tout cas, la menace est maîtrisée, elle est clôturée, il n'y a plus de crise, on peut sortir de la crise. Donc, pour toute cette gestion de crise, vous le constaterez, l'important, c'est d'avoir des outils qui soient d'analyse de logiciels suspects, des outils d'investigation pour comprendre ce qu'il se passe, des outils qui permettent la journalisation également de ce qui a été réalisé chaque jour, quand, comment, par qui. Et le dernier, c'est donc la recherche d'indicateurs de compromission. On se rend compte qu'on a une faille. Et dans le cadre de cette gestion de crise, donc là, on a vécu le moment de la gestion de crise ensemble, mais il va être très important d'anticiper. Comment peut-on anticiper une crise? Tout simplement en mettant en place un dispositif, donc déjà en impliquant les parties prenantes. Voilà, nous sommes susceptibles d'avoir des menaces cyber. Le deuxième, ça va être de mettre en place donc, cette cellule de crise, déjà en identifiant les acteurs de la cellule, donc via notamment un RACI, d'identifier les actions à mettre en place dans certaines situations, donc on va travailler de manière hypothétique. On va également mettre en place les outils, notamment ceux dont je viens vous parler, et les process qui devront être utilisés au quotidien, mais également en cas de crise. Et enfin, les moyens de traçabilité qui recoupent avec les outils. Donc, pour chaque situation de risque, il faudrait essayer d'anticiper justement le déploiement de cette cellule. Il est très important, à mon sens, une fois que vous avez vos process et que vous avez identifié les personnes, qu'elles sont au courant et qu'elles ont les connaissances et les compétences nécessaires, de tester votre dispositif. Un test à blanc, ça ne fait jamais de mal. Voilà, est-ce qu'on a été bon, pas bon, ou on va rectifier. Et enfin, pour recouper avec les deux premières parties de ce webinaire, on vous invitera à mener vos audits RGPD, puisqu'en effet, dans le cadre de vos audits RGPD, vous aurez, comme vous l'avez compris, des points à surveiller aussi bien en matière de sécurité des données à caractère personnel qu'en cas de violation des données. Donc, une violation, c'est une crise cyber. Et la boucle est bouclée. Si vous faites votre audit RGPD, vous avez des billes également pour alimenter votre dispositif de gestion de crise. Merci beaucoup, Marjorie. Merci. Pour finir,
conclusion, voilà, trois états d'esprit de la fin. Je te redonne la parole. Alors, pour terminer, donc nous allons conclure sur la mise en place d'un audit RGPD qui intègre donc toutes les parties prenantes de sa préparation. Il faut être prêt à gérer une faille de sécurité et surtout sensibiliser les collaborateurs pour qu'ils soient donc en phase avec le dispositif et qu'ils puissent à la fois mener à bien des audits, mais également gérer les failles de sécurité et que tout soit recoupé dans un cercle vertueux. Merci beaucoup, Marjorie. Alors, nous allons passer aux questions. J'ai une première question d'Éric. Donc, je vous laisserai, mesdames, choisir qui répond entre Maude et Marjorie. Donc, la première question est: comment intégrez-vous le sujet délicat de la gestion des archives? Alors, la question, Marjorie, tu veux répondre? Je te la laisse, celle-ci, parce que j'ai du mal à voir où on veut en venir. C'est un peu large pour moi. Oui, alors je suis assez d'accord. La gestion des archives, c'est un vrai sujet, ceci dit. Hein, c'est un des thèmes principaux qui reviennent dans chaque audit. Par contre, là, si vous pouvez préciser votre question, ce sera plus facile d'y répondre. Pour ma part, en tout cas, au niveau de l'audit, la durée de conservation est évaluée comme une mesure de sécurité, bien évidemment, et les process d'archivage doivent être à l'appui, les procédures d'archivage. Donc, lorsqu'il n'y en a pas, évidemment, c'est pas bon signe. En réalité, les interlocuteurs sont souvent en demande pour, comme je disais tout à l'heure, évacuer le papier, d'une part, et simplifier le volume de données numériques aussi. Mais c'est très compliqué à mettre en place, puisqu'évidemment, pour identifier les durées de conservation, il faut identifier les données, faire une cartographie des documents dans l'idéal. Un travail assez complexe et lourd. Merci beaucoup, Maude. En attendant, alors j'allais demander à Eric une petite précision. Donc, la question d'Eric est sur le sujet de l'audit pour lister les données personnelles présentes. Je n'ai pas compris. Tu peux répéter, Elise? Alors, pour préciser, donc, la question d'Eric qui, à la base, est: comment intégrez-vous le sujet délicat de la gestion des archives? La petite précision d'Eric est sur le sujet de l'audit pour lister les données personnelles présentes. Alors, je dirais que c'est par type de documentation. En fait, il y a un gros travail entre les archives numériques et papier. Je sais que nous, au sein de notre clientèle, ce sont de vrais projets qui durent sur une année, voire plus. Et l'objectif, sans vouloir faire de redondance avec les propos de Maude, sera d'évacuer étape par étape. Peut-être, ça peut être par type de département ou par type de documentation. Il faut vérifier quel est le process le plus adéquat en fait, en fonction de vos archives. Et de mettre en place donc des équipes dédiées qui vont pouvoir soit traiter en disant bon bah voilà on a tel type de données sur tel type de documents et ils sont conservés pendant combien de temps. Si vous avez des sous-traitants, ça va être très important de les auditer également, en tout cas de s'assurer de leur conformité RGPD. Et une fois qu'ils sont déclarés, qu'ils sont traités et surtout qu'ils sont conservés le temps le temps qu'il est nécessaire via un référentiel de durée de conservation, en tout cas c'est le mieux, normalement il n'y a plus vraiment de sujet sur la gestion des archives. Je ne sais pas si tu veux compléter, Maude. Oui, mais en fait, moi je pense à une mission que j'ai en cours actuellement sur cette thématique. C'est difficile d'aller cibler les données personnelles d'emblée. Donc, en fait, là, en l'occurrence, ma mission elle consiste actuellement à recenser l'ensemble des documents.
chaque document, après, j'identifie s'il y a des données personnelles potentielles ou pas, et la durée de conservation, ce qui permet aussi d'englober les données éventuellement confidentielles, voilà, sur lesquelles il faut aussi avoir une attention particulière. Donc, à mon avis, l'exercice doit être exhaustif, bien que compliqué. Compliqué, mais l'avantage, c'est que ça permet de, si on veut le faire, en tout cas, faire un rapprochement avec le registre des traitements et de vérifier que tout est bien complet et en adéquation. Merci beaucoup, mesdames. Je vais passer à la deuxième question parce qu'il est 11 heures, donc on va essayer d'être rapide. Donc, la question de Marie. Pouvez-vous évoquer les délais nécessaires dans le cadre de l'audit et de ses résultats pour les sociétés et en fonction de leur taille? Merci. Les délais dans l'audit, je ne sais pas, Maud, si ça te parle. En fait, c'est souvent une question qui est posée par les clients, combien de temps ça va prendre. Voilà, mais c'est pas forcément fonction de la taille, ça joue, mais enfin c'est aussi fonction de la documentation existante, du dispositif existant. Est-ce qu'il y a un registre? Oui, non. Enfin, de quelle base on part? Donc, il n'y a pas vraiment de délai. Ouais, c'est un peu compliqué. Si on vous dit qu'on peut faire un audit RGPD en un jour, malgré tout, je dirais que c'est pas très bon signe. Voilà. Oui, et puis ne pas oublier de prendre en considération votre exposition en matière de protection des données, puisqu'il y a des grandes entreprises qui ne travaillent par exemple qu'en B2B et qui n'auront à traiter que des données des collaborateurs, qui du coup sont bien moins exposés que d'autres, par exemple en assurance ou en banque, qui eux traitent énormément de données. Merci beaucoup. Je vais passer à la question de Barbara. Que faire face à un dirigeant qui est un peu enclin à réaliser, qui est peu enclin à réaliser un audit RGPD? Comment le convaincre de mener à bien un audit RGPD? Grande question. Alors, comment le convaincre? Moi, je pense que ça passe par la communication. Ouais, tu es d'accord, Maud? Pour moi, c'est l'axe central. Oui, mais c'est vrai que sur le travail qu'on a fait au sein d'IFACI avec l'approche par les risques, moi, j'y voyais un réel atout justement pour convaincre la direction de faire telle ou telle action. Donc, à la fois parce que derrière, on a l'appui de la jurisprudence. Donc déjà, si vous sortez quelques exemples de jurisprudence qui concernent votre secteur d'activité, la thématique que vous souhaitez aborder, c'est déjà un argument qui peut avoir du poids. Et puis, éventuellement, voilà, faire une petite analyse des risques pour évoquer cette nécessité de faire l'audit RGPD. Tout dépend, après, si vous avez un DPO, un délégué à la protection des données en interne ou pas. L'audit peut être interne ou externe, d'une manière ou d'une autre, d'avoir déjà cette démarche d'évaluer votre exposition et les mesures qui sont en place c'est déjà une démarche très importante. Merci beaucoup, Maud et Marjorie, pour vos réponses. Donc, j'ai une question de Marie-Hélène. Y a-t-il des normes pour les durées de conservation des données à caractère personnel? Alors, il n'y a pas une réglementation qui vient poser une durée pour toutes les données que vous pourriez avoir dans votre entreprise. C'est un document qui serait exceptionnel, mais ça n'existe pas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la CNIL a essayé de donner des clés. Pourquoi? Parce que vous avez deux types de données, en fait. Vous avez des données
auquel on va raccrocher une durée légale de conservation. Donc, le bulletin de paie, vous savez qu'il est conservé pendant X temps au sein de l'entreprise, que ce soit format numérique ou papier. Donc ça, c'est posé par la réglementation. Et vous en avez d'autres qui ne sont pas légales. Et là, c'est en fonction donc de la finalité de vos traitements. Donc, l'objectif était de recenser le plus de durée de conservation de type légal. Il y a des petits documents qui ont été formalisés par la CNIL. De mémoire, je sais qu'il y en a dans le secteur de l'assurance, dans le secteur aussi du traitement des données RH, mais il n'existe pas de réglementation dédiée à proprement parler. C'est juste qu'elle est éparpillée partout. Elles sont éparpillées partout. Voilà. Ce qui peut quand même présenter un avantage dans le sens où, à partir du moment où vous justifiez que le délai que vous avez déterminé est raisonnable, vous êtes dans le bon. Alors évidemment, 90 ans, ça ne va pas forcément être un délai raisonnable. Hein, mais... Merci beaucoup, mesdames. On va finir par la dernière question. N'hésitez pas, de toute façon, nous prendrons le temps de vous recontacter pour savoir comment vous avez trouvé ce webinaire et à ce moment-là, vous pourrez profiter pour nous poser d'autres questions. On prendra aussi le temps de vous envoyer le lien du replay et un petit support qui accompagne les différents sujets que nous avons traités. J'ai la dernière question du coup de Damien. Comment concilier le droit de modification des données personnelles d'un client et le fait que ces données ont été vérifiées de notre côté? Par exemple, la vérification de l'identité d'une personne pour l'ouverture d'un compte bancaire. Alors, Maud, peut-être que tu pourras me compléter. Moi, la seule chose qui me vient en tête, c'est de passer par les justificatifs que la personne concernée peut vous apporter pour faire droit à sa demande de modification. C'est-à-dire que si je déménage, je dois être en mesure de vous fournir un nouveau justificatif de mon nouveau logement. Donc, par rapport à l'identité d'une personne, en tout cas, ça a été admis, vous avez le droit de demander à ce qu'elle fournisse une pièce d'identité. Je ne sais pas si ça va répondre à la question. Maud, je ne sais pas si toi, tu voyais autre chose. Oui, non, je vais dans ton sens, tout à fait, mais là, on est sur une formulation droit de modification, je parlerais plutôt d'un droit de rectification, donc en fait, l'organisme a obligation d'avoir des données à jour. Voilà, après, vous avez l'utilisateur ou la personne concernée a tout à fait le droit de demander rectification justement pour mise à jour de ces éléments. Et je rejoins Marjorie sur la base d'un justificatif pour ces données qui seront des données d'identité. On ne t'entend pas, Elise. Merci beaucoup. Voilà la fin de notre webinaire. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, d'avoir interagi avec nous. J'espère que ça vous a donné des éléments suffisants et nécessaires pour avoir plus de billes concernant l'audit RGPD et la maîtrise des risques cyber. Donc, n'hésitez pas par la suite à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Nous sommes le cabinet Comet Consulting et la plateforme d'innovation DataAlliance et avec Maud et son cabinet Ethics. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.